Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Israël multiplie les frappes et menace de cibler les ponts du fleuve Litani. Sur le terrain, les bombardements s'intensifient et le bilan humanitaire s'alourdit. 56 personnes ont été tuées aujourd'hui, ce qui porte le bilan de la guerre à 968 morts depuis le 2 mars. L'armée israélienne a lancé de nouveaux avertissements à la population du sud, appelant les habitants situés au sud du fleuve Zahrani à évacuer immédiatement vers le nord. Objectif affiché, frapper les ponts sur le fleuve Litani afin de couper les voies d'approvisionnement du Hezbollah. L'armée israélienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes au Liban, visant des lanceurs de roquettes et des combattants du Hezbollah. Plusieurs villages ont été directement visés par ces ordres d'évacuation, notamment Der Kanoun, Bet Yahoun ou encore Srifa. Peu après ces avertissements, des frappes ont été menées dans plusieurs localités, dont Der Kanoun et des stations-service affiliées au Hezbollah. Des tirs ont touché les régions de Marjayoun, Eblessaki et El Aïa. Dans cette dernière localité, une maison a été visée, faisant un mort et une enfant tuée. D'autres frappes ont visé Sheba'a et Tidzib'in, Kafra et Nabatiye. À Saïda, une frappe sur un complexe résidentiel a fait au moins 3 morts. Dans la Beka, les raids se poursuivent également. À Sohmor, plusieurs habitations ont été détruites, faisant au moins 2 morts et plusieurs blessés. Des frappes ont aussi été signalées à Baalbek, faisant plusieurs victimes. Parallèlement, des incursions terrestres ont été rapportées dans certaines zones frontalières. De son côté, le Hezbollah affirme avoir lancé une vaste opération militaire. Dans plusieurs communiqués, le mouvement annonce avoir visé une douzaine de villes israéliennes, ainsi que des bases militaires, aériennes et navales, à l'aide de roquettes et de missiles qualifiés de sophistiqués. Le groupe indique également avoir déployé des drones d'attaque et mené des tirs d'artillerie contre des positions israéliennes, ainsi que des frappes contre des troupes israéliennes dans le sud du Liban. Un front de plus en plus étendu, marqué par des frappes intensives, des déplacements massifs et un risque d'escalade encore plus large. Plusieurs quartiers de la capitale, dont Bachouraz, Al-Blad, Basta et banlieue sud, ont été visés par des frappes israéliennes. Parmi les victimes, Mohamed Cherri, directeur des programmes politiques de la chaîne Al-Manar affiliée au Hezbollah. Il a été tué avec son épouse dans une frappe qui a touché leur immeuble sans avertissement préalable. Depuis le début de l'escalade début mars, plus de 900 personnes ont été tuées au Liban et plus d'1 million ont été déplacées. Dans ce contexte, le président de la République, Joseph Aoun, a dénoncé des frappes qui fragilisent davantage l'État et compliquent le déploiement de l'armée sur l'ensemble du territoire. Israël affirme avoir éliminé le ministre iranien du renseignement et donne carte blanche à son armée pour cibler les dirigeants du régime. Une stratégie qui s'accompagne désormais d'une offensive militaire mais aussi numérique. Le gouvernement israélien annonce un tournant stratégique. L'armée dispose désormais d'une autorisation totale pour éliminer tout haut responsable iranien, sans validation politique préalable, sous réserve de limiter les dommages collatéraux. Une décision affichée parallèlement à l'affirmation d'Israël avoir tué, lors d'une frappe de précision à Téhéran, le ministre iranien du renseignement Ismaël Khatib, figure clé de l'appareil sécuritaire du régime. Selon les autorités israéliennes, il supervisait des opérations de renseignement, d'espionnage et des actions clandestines contre Israël et ses alliés. Cette élimination intervient après celle d'autres hauts responsables iraniens, dont Ali Larijani et le chef de la milice Basij, Gholam Reza Soleimani. Selon les médias israéliens lundi soir, Israël, après avoir reçu un renseignement indiquant que Larijani se trouvait dans une planque située dans une banlieue de Téhéran, l'appartement a été attaqué. Des avions de combat israéliens qui survolaient Téhéran ont tiré simultanément 20 bombes d'une tonne sur les meubles. Selon la télévision numéro 12, Ali Larijani n'utilisait pas régulièrement cet appartement. Il a été tué aux côtés de son fils, selon les médias iraniens, au domicile de sa fille. Le chef de la milice Basij a été tué peu après, en même temps que son adjoint et 10 autres hauts commandants de cette milice. Ils étaient réunis en plein cœur de Téhéran, sous une tente dressée entre des immeubles. 8 bombes ont été larguées sur la tente, tuant tous ceux qui s'y trouvaient, a détaillé la numéro 12. Sur le terrain, les frappes se poursuivent à travers l'Iran, avec plusieurs victimes selon les médias locaux. Mais la guerre ne se joue pas uniquement sur le terrain.
Elle se mène aussi en ligne. Depuis plusieurs mois, les services de renseignement israéliens intensifient leurs opérations numériques à destination de la population iranienne. Sur Telegram, Instagram ou encore X, des messages en persan appellent directement les Iraniens à coopérer. Le moment d'agir est venu. Contactez-nous via une ligne sécurisée. L'objectif est clair, recruter des informateurs au cœur même du pays. Une chaîne Telegram attribuée au Mossad rassemble déjà des dizaines de milliers d'abonnés avec des instructions détaillées pour transmettre des informations en toute discrétion. Les internautes sont encouragés à envoyer des rapports de terrain, à documenter la situation et à signaler les activités du régime. Sur les réseaux sociaux, des vidéos artificielles visent également à fragiliser les forces du pouvoir iranien. Une stratégie qui s'inscrit dans une guerre psychologique assumée. Car aujourd'hui, le conflit dépasse largement le cadre militaire. Il se joue aussi dans l'information, l'influence et la mobilisation des populations. Un front invisible, mais devenu central dans cette guerre. En Iran, les autorités annoncent avoir démantelé plus d'une centaine de cellules d'opposition, tandis que la guerre au Moyen-Orient s'étend et s'intensifie sur tous les fronts. En Iran, les frappes israélo-américaines se poursuivent, notamment à Téhéran, mais aussi dans l'ouest et le sud du pays. Une frappe a touché des installations gazières iraniennes sur un important site du Golfe, le gisement de South Pars North Dome, situé dans la ville portuaire de Khangan, provoquant un incendie, a annoncé la télévision d'État. En outre, les autorités iraniennes affirment avoir démantelé 111 cellules monarchistes dans 26 provinces, accusées de préparer des actions contre la République islamique. Selon le ministère du Renseignement, ces réseaux ont été neutralisés avant leur passage à l'acte. Plusieurs arrestations ont été menées, 21 personnes sont accusées de collaboration avec une chaîne de télévision basée à l'étranger et 4 autres d'espionnage au profit des États-Unis. Ces opérations s'inscrivent dans une vague de répression plus large. Sur le plan militaire, les États-Unis ont frappé des sites de missiles iraniens près du détroit stratégique d'Ormuz. Téhéran promet de riposter. Le chef de l'armée iranienne assure vouloir venger la mort de Ali Larijani dans un contexte de conflit désormais généralisé. Des explosions ont été entendues à Erbil, en Irak, tandis que la Turquie renforce sa défense avec le déploiement d'une nouvelle batterie Patriot de l'OTAN. La guerre au Moyen-Orient secoue désormais l'économie mondiale. Entre volatilité du pétrole, tensions sur les marchés et perturbations du transport, les répercussions dépassent largement la région. La guerre commence à peser lourdement sur l'économie mondiale. Premier signal, la volatilité extrême des marchés pétroliers. Le Brent grimpe de plus de 5% après une frappe israélo-américaine contre des installations iraniennes. Plus tôt, dans les échanges asiatiques, les prix du brut reculaient après de fortes hausses, ce qui s'explique notamment par la reprise partielle des exportations irakiennes, avec 250 000 barils par jour acheminés vers la Turquie. Autre facteur, quelques pétroliers autorisés à traverser le détroit d'Ormuz, point clé du commerce énergétique mondial, aujourd'hui fortement perturbé. Mais la prudence reste de mise. Le ministre français de l'économie appelle l'Europe et le G7 à garder des munitions en réserve stratégique. Sur les marchés financiers, la réaction est plutôt positive. Les bourses européennes progressent, tout comme les marchés asiatiques, et les contrats à terme à Wall Street annoncent une ouverture en hausse. Le dollar, lui, reste stable, les investisseurs attendant les décisions de la Réserve fédérale américaine. Face à cela, certains pays s'adaptent. La Corée du Sud sécurise ses approvisionnements en diversifiant ses routes d'importation, notamment depuis les Émirats arabes unis. Sur le front maritime, la situation reste critique. Plus de 3 000 navires et 20 000 marins sont affectés, alors qu'une réunion de crise internationale tente d'apporter des solutions. Les conséquences touchent aussi l'industrie. En Asie, les groupes pétrochimiques ralentissent leur production faute de matières premières. Dans l'aérien, les compagnies réduisent leurs vols face à la flambée des prix du carburant. Résultat, une pression accrue sur l'inflation mondiale. Les banques centrales pourraient être contraintes de maintenir des taux élevés plus longtemps pour contenir la hausse des prix. Enfin, l'Iran contrôle désormais partiellement le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, accentuant encore les tensions sur l'approvisionnement.
un conflit régional aux conséquences désormais globales qui menace la stabilité économique mondiale. Les Français retournent aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections municipales. Un scrutin local, mais aux enjeux clairement nationaux. À un an de la présidentielle 2027, ces résultats pourraient redessiner le paysage politique français. Un test grandeur nature. Dans les grandes villes françaises, les municipales prennent des allures de baromètre politique. À Paris, la bataille s'annonce serrée. Le socialiste Emmanuel Grégoire est arrivé en tête du premier tour, avec près de 38%. Face à lui, Rachida Dati tente de faire basculer la capitale après 25 ans de gestion à gauche. Un soutien du centre droit et des reports de voix venus de l'extrême droite pourraient peser lourd au second tour. Au Havre, un autre enjeu se dessine. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, est bien parti pour conserver sa mairie. Une position stratégique pour celui qui pourrait incarner une alternative en 2027. À Marseille, le duel est particulièrement tendu. Le maire sortant, Benoît Payan, devance de peu le candidat du Rassemblement national Franck Alisio. Un simple report de voix pourrait faire basculer la ville. Car derrière ces affrontements locaux, une tendance nationale s'impose, la montée du Rassemblement national. Dirigé par Jordan Bardella, le parti multiplie les percées et vise désormais de grandes villes comme Toulon ou Nîmes. Face à cette progression, la gauche apparaît fragilisée et divisée. Les alliances pour faire barrage à l'extrême droite se fissurent, notamment entre le Parti socialiste et la France insoumise. À droite et au centre, les positions se maintiennent, mais restent dispersées. Et parfois, la politique réserve aussi ses surprises, comme à Arcis-sur-Aube où un candidat au nom inattendu arrive en tête. Un détail anecdotique avec un scrutin qui ne l'est pas, car ces municipales dépassent largement l'échelle locale. Elles dessinent déjà un rapport de force de la présidentielle de 2027 et confirment une recomposition politique en marche. Des squelettes assis au fond de tombes. En France, d'étranges sépultures gauloises intriguent les archéologues. À Dijon, de nouvelles découvertes relancent le mystère autour de pratiques funéraires encore incomprises. Une découverte fascinante et pleine d'énigmes. À Dijon, en plein cœur de la ville, des archéologues ont mis au jour plusieurs squelettes gaulois enterrés en position assise. Une scène étonnante, presque irréelle, qui intrigue autant les chercheurs que les habitants. Dans des fosses circulaires d'environ 1 mètre de diamètre, les corps sont soigneusement installés. Dos appuyé contre la paroi, bras le long du corps, regard orienté vers l'ouest. Une posture qui se répète à l'identique, car ces 5 nouvelles sépultures s'ajoutent à une série déjà découverte l'an dernier, portant à une vingtaine le nombre de tombes similaires dans cette zone de Dijon. Un chiffre exceptionnel. On recense à peine 75 sépultures de ce type dans le monde. Mais une question demeure. Pourquoi ces hommes ont-ils été enterrés ainsi? Punition, rituel sacré ou sacrifice? Certaines dépouilles portent des traces de violence, dont une blessure mortelle au crâne, laissant planer le doute sur les circonstances de leur mort. Autre mystère, l'absence quasi totale d'objets funéraires. Seul un bracelet permet de dater ces tombes de l'époque gauloise. Les analyses révèlent des individus robustes, marqués par une vie physiquement exigeante, avec des traces d'arthrose et une forte sollicitation des membres. Mais malgré des décennies de recherche, aucune hypothèse ne fait consensus, car les Gaulois restent un peuple encore largement méconnu, connu surtout à travers les récits de leurs ennemis comme Jules César. À Dijon, ces découvertes exceptionnelles offrent un rare aperçu de leur monde, tout en rappelant que plus de 2000 ans plus tard, une grande partie de leur histoire reste encore à écrire. Et sur cette note finale, nous terminons ce journal. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux francophones. À très bientôt.